Maintenant, la parole est à la salle et donc je prends les questions. Monsieur Celso Laffer, si je vois bien. Oui. Celso Laffer, University of São Paulo. Celso Laffer, Université de Sao Paulo, ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil. J'aimerais évoquer une question qui n'a pas été citée par les différents orateurs, bien que mention a été fait à certains des points auxquels j'aimerais attirer votre attention. Vous, notre modérateur, vous avez parlé du protectionnisme, emploi, le marché de l'emploi, ainsi que les taux de change. Otabe-san s'est référé à l'étude par les pairs. M. Munchau a souligné la question des règles, d'un système qui se fonde sur des règles, Mais aucune mention n'a été faite dans ce contexte des gouvernances macroéconomiques à l'OMC, ni des négociations de Doha. Bien entendu, au-delà des questions de la crise financière, l'on a toute la question du développement et toute la question du commerce comme moteur du développement et le rôle que l'OMC et le round de Doha peuvent jouer dans ces aspects. Au cours d'une session précédente, mention a été faite de philosophes et donc je dirais que Montesquieu avait parlé du doux commerce et Kant, dans la paix perpétuelle, se référait au commerce comme instrument de la paix. L'OMC a un certain nombre de mécanismes très intéressants, en commençant par le fait que les décisions sont prises sur une base consensuelle et également une organisation qui est ouverte à une nouvelle perception de multipolarité. De nombreuses références ont été faites au G20, mais aucune mention n'a été faite au G20 dans le contexte de l'OMC, une initiative de la Chine, de l'Inde et du Brésil, et qui a changé tout le processus de prise de décision, les mécanismes d'examen de politique. Oui, je vais conclure. Le mécanisme d'examen de politique est un examen par les pairs qui est extrêmement important. En d'autres termes et en conclusion, la question que j'aimerais poser est, de leur point de vue, quel est le rôle des négociations de Doha et de l'OMC. Monsieur, voilà, oui. Oui. Allez-y. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Ce débat est extrêmement large et a couvert un grand nombre de domaines. Si nous le comparons avec le dernier ensemble d'intervenants, je dirais que nous avons là un paradigme euro-américain. Même si l'Afrique n'a pas beaucoup contribué à l'économie mondiale, je dirais que l'Afrique devra contribuer aux problèmes du monde. Et je me demande s'il existe de la place dans cette tentative de parvenir à une coopération globale, s'il y a de la place pour réexaminer les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Et comment le développement a avancé en Afrique? Existe-t-il une stratégie de sortie ou un encouragement économique qui couvre l'Afrique? Existe-t-il une stratégie de sortie qui couvre l'Afrique? Je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur votre question cet après-midi dans la session sur le futur du capitalisme. Alors j'ai pris dans l'ordre M. Griffa, M. Dervis. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président. Les politiques monétaires laxistes des États-Unis sont sans doute à l'origine de la crise que nous connaissons, même si ce n'est pas la seule cause. Je ne crois pas que grand-chose ait changé. En dépit de plusieurs G20, nous continuons à assister à la même absence de mécanisme. Nous avons maintenant un dollar très faible. Le développement d'un système permettant d'utiliser le dollar faible pour l'investir dans les autres monnaies des pays émergents. Et sur le plan de l'efficacité, les politiques monétaires de tous les pays qui ont des monnaies liées au dollar sont décidées à Washington. Donc je voudrais entendre l'avis des membres du panel. En fait, c'est là ma perception. Je pense que le dollar
sera la principale monnaie dans les années à venir. Il n'y a pas de solution de rechange pour le dollar dans un proche avenir. Et donc, dans ce sens, il faudrait voir comment mieux organiser et régir le dollar des États-Unis. Merci, M. Gruyfa. Vaste programme. M. Dervis. I would just like to draw attention to the fact that Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les projections macroéconomiques ont été à tel point fausses pendant tout ce cycle. Certains d'entre vous avaient dit que nous ne comprenons pas encore vraiment cette crise et c'est peut-être l'une des réflexions qui s'impose. Si nous prenons les projections macroéconomiques de l'OCDE, du FMI et de toutes les grandes organisations, nous voyons au début trop d'optimisme, puis un pessimisme extrême, et tout d'un coup, tout le monde s'active pour remettre les choses en route. Et qu'est-ce que cela signifie pour la gouvernance? En d'autres termes, sommes-nous trop centralisés ou dans le secteur public? Est-ce que nous faisons la même chose que le secteur privé? En ce sens, une mentalité d'analyse, existe-t-il une possibilité de décentraliser davantage ce processus? Peut-être pour les économistes aussi. Merci, M. Dervis. Il me reste deux courtes questions. Peut-être dans le fond, une chance d'avoir des... Voilà, monsieur dans le coin là-bas. Oui. Et puis, je ne vois pas de dame. Une dame, voilà, pour terminer comme Steve. Voilà, très bien.